Il y a 2500 ans, naissait un homme dont les idées allaient influencer l'existence de milliards d'individus et marquer à jamais la pensée d'une nation. Cette nation, c'est la Chine. Et cet homme se nomme Kongzi, plus connu en Occident sous le nom de Confucius. Né dans une époque de troubles et de guerre, Confucius a fondé une doctrine philosophique, politique et morale qui visait à rétablir l'harmonie. Ces idées rejetées de son vivant ont été finalement adoptées par les empereurs chinois des centaines d'années après sa mort. Elles ont ensuite survécu à l'histoire tumultueuse de la Chine et marquent encore aujourd'hui de leur empreinte la vie de millions d'individus, aussi bien en Asie que dans le reste du monde. Depuis près de 2000 ans, les enseignements de Confucius constituent la pierre angulaire de l'éducation chinoise. Les notions de méritocratie, d'obéissance et d'autorité morale ont façonné durablement le paysage politique et économique du pays. Confucius considérait les rites et les cérémoniales comme le ciment d'une nation. Aujourd'hui encore, ce concept régit aussi bien les célébrations officielles que le noyau de la société chinoise, la famille. Pour comprendre la Chine, il faut comprendre Confucius et son héritage. La biographie de Confucius n'a été rédigée que 400 ans après sa mort, sous la dynastie des Han. Après des siècles de guerre civile, la Chine est entrée dans une ère de paix et de prospérité, d'innovation technique et d'érudition. Une grande partie des coutumes et des traditions qui caractérisent la Chine moderne datent de cette période. À la cour, le grand historien Sima Qian consacre sa vie à la rédaction du premier ouvrage sur l'histoire de la Chine, le Shiji. On y trouve les événements marquants et le portrait des dirigeants et des personnages qui ont apporté leur contribution à l'Empire chinois. Et entre autres, la première biographie de Confucius. Mélange de faits réels, de traditions orales et d'éléments imaginés par Sima Qian, cette biographie reste l'une des principales sources qui existent sur la vie de Confucius. Elle relate notamment les difficultés qu'il a rencontrées pour faire entendre ses idées. Confucius dit à Yan Hui, « Je ne suis ni un rhinocéros, ni un tigre, et pourtant je suis acculé dans cet endroit isolé. Est-ce que mes idées sont mauvaises ?» La biographie de Confucius par Sima Qian est fondamentale, car c'est la toute première fois qu'on tentait de compiler les récits qui circulaient depuis sa mort 300 ans plus tôt. Sima Qian était très conscient de l'humanité du philosophe. Celui-ci avait réussi non seulement à vivre dans un contexte difficile, mais aussi à transmettre un message prônant l'humanisme et la moralité.
À l'époque, évidemment, il ne se doutait pas que ces idéaux deviendraient aussi essentiels pour les Chinois. Le père de Confucius est un officier à la retraite. Il est déjà père de 9 filles avec sa première épouse et d'un fils pied-beau avec sa concubine. Voulant à tout prix un héritier mâle bien portant, il demande en mariage une des filles d'une famille voisine, alors âgée de 17 ans. Il avait 60 ans quand il a fait sa demande à la famille Yan. Le père a donc demandé à ses 3 filles laquelle accepterait d'épouser le vieil homme. Les 2 aînés n'ont pas répondu. Après tout, qui aurait eu envie d'épouser un vieillard? Mais la Benjamine a dit que c'était à lui de décider. C'est donc elle, Yang Tsun-tse, qui a été mariée au père de Confucius. Dans l'espoir d'avoir un fils, les futurs parents de Confucius font un pèlerinage sur la montagne de Nikyochan. D'après Sima Chan, le père et la mère de Confucius ont eu un rendez-vous galant en pleine nature. Le terme chinois est Yechao. Les spécialistes de Confucius sont très gênés par cette idée. Cela s'explique peut-être parce que son père avait une 60aine d'années et que sa mère était encore une adolescente à l'époque de cette relation. Ça ne paraît pas très convenable. Mais cela montre aussi que le philosophe était profondément humain et qu'il a dû affronter de nombreux problèmes en grandissant. La biographie écrite par Sima Chan a inspiré la vie de Confucius illustrée, un des plus anciens livres d'images chinois. Une édition de l'ouvrage est conservée précieusement aux archives du Sankong, la province natale du philosophe. Datant du XVe siècle, le livre relate aussi de nombreux mythes qui ont commencé à circuler après la mort de Confucius, en particulier celui qui entoure sa naissance. C'est une version très évocatrice, qui plonge le lecteur au cœur du récit. Cette scène illustre la visite d'un animal fabuleux, le Qilin, à la mère de Confucius. Le Qilin a la tête d'un dragon, les écailles d'un serpent et le corps d'un cerf. Dans la mythologie chinoise, il annonce un grand événement. Mais cela nous révèle aussi quelque chose d'important sur le caractère de Confucius. Dans la tradition chinoise, un animal doté d'un corps de cerf, couplé à d'autres éléments naturels, est une créature calme et douce. Le cerf ne fera jamais de mal aux autres animaux. Il n'écrasera même pas un insecte. C'est pour cette raison que la présence du Qilin est aussi importante dans ce dessin. Il dit que Confucius est un personnage remarquable, pas un homme ordinaire. Confucius a 3 ans quand son père décède, laissant sa famille dans une grande misère. L'ouvrage retrace ses jeunes années. Le jeune homme appartient à la caste des Sheux. Il exerce une succession de petits métiers, entre autres administrateur d'état des troupeaux de bœufs et de moutons. Le caractère Sheux
peut se traduire de plusieurs façons. Pour ma part, je préfère gentilhomme roturier, c'est-à-dire juste un cran au-dessus du simple roturier. Mais ce qui distinguait le Sheu de ce dernier était le fait qu'il était autorisé à faire des études. Confucius finit par fonder une école et sa réputation de philosophe s'étend peu à peu. On dit qu'il aurait eu plus de 3000 élèves. Confucius ne dispensait pas un enseignement savant et rigide. À l'instar des philosophes de la Grèce antique, il visait plutôt à donner un cadre de vie aux puissants, aux personnages qui détenaient le pouvoir, qui avaient des loisirs et souhaitaient gouverner avec sagesse. Ces préceptes constituent la base d'un des recueils les plus sacrés de Chine, les Entretiens de Confucius. Cette compilation des pensées et des citations les plus importantes du philosophe a accompagné le développement de la civilisation chinoise. Copiés par ses disciples sur de fragiles lattes de bambou, les fragments les plus anciens de ce texte ont été découverts dans des tombes datant de 300 avant Jésus-Christ. Ils montrent que des versions différentes de l'ouvrage ont circulé pendant les siècles qui ont suivi la mort du philosophe. C'est au IIe siècle après Jésus-Christ qu'une version définitive est gravée sur des stèles. Exposée à l'Académie impériale pour que les lettrés puissent l'étudier, elle constitue l'un des textes fondateurs de l'Empire chinois. C'est ce même texte qui est enseigné dans les écoles chinoises depuis plus de 2000 ans. Les Entretiens de Confucius est le recueil le plus important des classiques confucéens. C'est une compilation des paroles et des actes de Confucius et ses disciples. Elle rend compte des méthodes d'enseignement du philosophe et des conversations avec ses élèves. Aujourd'hui, les Entretiens de Confucius sont le fondement de la philosophie confucéenne, le code moral devenu la base de la tradition culturelle chinoise. Les Entretiens de Confucius sont en quelque sorte notre Bible. C'est un classique que tout Chinois se doit de lire. Il prône les vertus du développement personnel, des règles qui régissent la famille et la nation, et l'harmonie du monde. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « La moitié des entretiens suffit à gouverner le monde ». Quand Confucius naît, vers 551 avant notre ère, la Chine est en proie au chaos politique.
Elle est divisée en de nombreux États qui se livrent des guerres meurtrières pour établir leur domination sur le pays. Confucius est né pendant une période de conflit perpétuel. Les États se battent les uns contre les autres, assassinent les seigneurs rivaux et détruisent les royaumes ennemis. Il y a alors 14 royaumes en lutte. Un noyau composé de 8 petits États s'étend dans la plaine centrale, encerclés par un groupe d'États voisins plus grands et plus puissants. Celui dont Confucius est originaire est l'État de Lu, voisin du grand royaume de Qi. Et il ne fait aucun doute que les maîtres de Qi veulent annexer la principauté de Lu. Désireux de trouver une solution à toute cette violence, Confucius s'inspire du passé, en particulier de la dynastie des rois Zhou, qui avait régné sur une bonne partie de la Chine 600 ans auparavant. Cette période était considérée par beaucoup, dont Confucius, comme un âge d'or, un temps où les rois vertueux gouvernaient avec bienveillance et compassion. Par contraste avec la violence politique qu'il voit autour de lui, Confucius est convaincu que cette période révolue de paix et de stabilité était en grande partie le fruit des rites, des coutumes et des cérémonials anciens qui unissaient la société. Un principe qu'il baptise Li. Le principe du Li peut se résumer par l'idée de cérémonial, de rite. C'est aussi ce que nous regroupons sous le terme de coutume et de pratique sociale. Par exemple, les paroles que je prononce quand je salue un vieil ami, ou que je rends hommage à un professeur, ou un parent. Confucius a montré le rôle fondamental que jouaient ces coutumes et ces pratiques pour la cohésion de la société. Désireux d'apprendre par lui-même ses coutumes et ses rites, Confucius est autorisé à sortir du royaume. Nous sommes en 518 avant Jésus-Christ, il a 33 ans. On lui donne un chariot et 2 chevaux. C'est ainsi qu'il part pour l'ancienne capitale des Zhou, aujourd'hui Luoyang. Pourquoi Luoyang? C'était la capitale de la dynastie Zhou. C'était là-bas qu'étaient conservés tous les documents sur les règles et les cérémonials anciens. Confucius a eu alors beaucoup de chance. À Luoyang, il rencontre Lao Tzu, qui occupait alors un poste équivalent à celui du conservateur des archives et de la Bibliothèque nationale. Grâce à cette rencontre, il a pu accéder à une compréhension approfondie des documents classiques de la dynastie Zhou. Le philosophe étudie avant tout les rites sacrés, en particulier les cérémonials ancestraux essentiels pour préserver l'harmonie entre le monde des hommes et le cosmos. Une grande partie de ces rituels consistait en sacrifice d'animaux, en offrande de sang et de vin aux ancêtres et aux dieux. Car les ancêtres vivaient au ciel et devenaient des dieux après leur mort.
On ne se contentait pas d'apporter de la viande et du vin. Dans chaque cas, on devait les présenter avec toute la déférence voulue. D'une certaine façon, le fait de se souvenir de ses ancêtres et de leur faire des offrandes leur redonnait vie. Il y a un facteur religieux très présent dans cette démarche. On est toujours enraciné dans le monde, mais en même temps, on s'élève vers le ciel. Cela dit, il faut bien faire la distinction entre ce type d'expérience religieuse et celle qui s'adresse à un créateur, à une force extérieure au monde des hommes. Les objets utilisés lors de ces sacrifices par les rois Zhou sont désormais exposés au Musée national de Chine à Pékin. Récipients géants, cloches en bronze et gobelets en métal aux formes recherchées, tous témoignent de la sophistication des civilisations de l'âge de bronze en Chine. Mais pour Confucius, ils sont aussi porteurs d'un message très clair. Les techniques mises en œuvre pour fabriquer des armes pourraient servir à créer de nouveaux ustensiles servant l'harmonie et la paix. Cette époque est caractérisée par le début de l'esthétisation de la culture. Grâce à elle, l'homme abandonne son animalité et devient un être élégant et enchanté. Au début d'une période extrêmement troublée, Confucius essaie de réhabiliter le principe du li, qui s'était affaibli depuis que la Chine était en proie à la guerre. Les rites anciens visaient l'harmonie cosmique. Mais Confucius était convaincu que l'harmonie sociale pourrait être rétablie grâce à ces centaines de petits rituels qui, aujourd'hui encore, régissent la vie en Chine. Cela va de la poignée de main et des formules de salutation aux relations entre les jeunes et les anciens, entre les enseignants et les élèves et entre les époux. Le but du li est d'éveiller un sentiment d'appartenance et de sollicitude chez ceux qui participent à tel ou tel rituel. C'est pour ça qu'il y a les repas en famille, par exemple, où les plus âgés mangent les premiers. Il y a aussi des rituels qui réunissent la famille et l'enseignant, où l'élève doit boire comme ça, sans regarder son professeur. Ce sont des cérémoniales hiérarchisées, mais leur objectif est de susciter chez chaque participant un sentiment de sollicitude pour les autres. Le génie de Confucius est d'avoir voulu transmettre quelque chose qui existait déjà dans les pratiques quotidiennes au sein de la famille ou d'une communauté. Ces rituels n'avaient rien d'arbitraire. Leur valeur avait déjà été démontrée par d'autres bien avant. Aujourd'hui, la ville natale de Confucius s'appelle Chufu. C'est une des grandes villes historiques du pays, qui abrite ce qu'on appelle les Sankong, les 3 sites confucéens. Le premier est le Kong Miao, le temple de Confucius. C'est le plus vaste complexe culturel de Chine après la cité interdite à Pékin. Non loin se trouve le Kung Fu, la résidence où les descendants de Confucius vécurent dans l'opulence et les honneurs. Enfin, à la lisière de la ville s'étend le Konglin, la forêt où Confucius lui-même et les membres de sa famille sont enterrés depuis des générations. D'après la biographie du philosophe par Sima Chan, c'est aussi à Chufu que Confucius connaît son plus grand succès politique.
À 50 ans, il entre au gouvernement du royaume de Lu en qualité de ministre de la Justice. C'est en appliquant les principes du Li qu'il va transformer l'État. Il a mis en place une série de règles qui régissaient les usages et cérémonials publics. Il a donné du travail aux gens en fonction de leur force physique et de leur âge. Sur les marchés, les éleveurs de bétail trompaient leurs clients en donnant beaucoup à boire à leurs bêtes le matin. De cette façon, elles étaient plus lourdes et les propriétaires les vendaient plus cher. Tout ça a cessé avec l'arrivée de Confucius. Sima Chan a insisté sur le fait que Confucius n'a pas réformé à coup de loi. Au contraire, il a préféré éduquer les individus grâce aux pratiques et aux rituels sociaux. Grâce à cela, les gens ont réalisé qu'ils n'agissaient pas bien et ont alors modifié leur comportement. Depuis plusieurs dizaines d'années, le principe du Li énoncé dans les entretiens de Confucius connaît un véritable retour en grâce dans toute la Chine. Dans le village de Baidongye, à 1 heure de route de Chufu, ces préceptes moraux font partie intégrante de la vie quotidienne. Les parents sont fautifs s'ils élèvent leur enfant sans l'éduquer. Sincère en parole et déterminé en acte. Depuis 2 ans, le chef du village a décidé d'éveiller ses concitoyens aux principes confucéens. Chaque matin, il leur diffuse par haut-parleur des passages du Dizigui, une version simplifiée des entretiens. Tous les matins à 7h30, je fais écouter le Dizigui à tout le village. Ça permet d'élever la conscience morale des masses et de rétablir l'harmonie. Depuis la mise en place du programme éducatif, les choses ont changé. Ceux qui n'étaient pas attentionnés avec les anciens le sont devenus. Les disputes entre belles-sœurs sont moins fréquentes et les relations de voisinage se sont améliorées. Dans le village, une femme frappait sa belle-mère. Depuis qu'elle suit les cours du Dizigui, elle n'est plus la même. Elle a compris que c'était honteux de frapper une personne âgée. Je pourrais vous citer plein d'exemples similaires. Mon travail de chef du village est bien plus facile. Du vivant de Confucius, grâce à la réintroduction des rituels et des coutumes anciennes, le royaume de Lu connaît un regain de prospérité. Mais le philosophe est victime d'une campagne de dénigrement de la part de ses adversaires politiques. La vie de Confucius illustrée raconte en effet comment l'État de Qi s'est senti menacé par le royaume de Lu, alors conseillé par le philosophe.
Ses dirigeants ont ainsi conçu un plan qui allait bouleverser l'existence de Confucius. C'est intitulé « Superbes chevaux et belles femmes ». Le nombre de chevaux et de musiciennes n'est pas le même que celui qui avait été consigné officiellement. D'après la légende, le roi de Qi offrit à Ting, le duc de Lu, 120 chevaux magnifiques et 80 danseuses parmi les plus belles du royaume. Émerveillé, le duc de Lu s'est mis à négliger les cérémonies de la cour et les rites sacrés. En 3 jours à peine, le principe du lit a été abandonné. L'épisode illustré par ce dessin marque un tournant dans la vie de Confucius. À plusieurs reprises, il tente de convaincre le duc de Lu de se reprendre et de s'occuper des affaires de l'État. Mais voyant qu'il n'y parviendrait pas, il comprend qu'il ne peut plus rester et qu'il doit partir s'il veut poursuivre son enseignement. Découragé, Confucius quitte le royaume de Lu. Accompagné par un groupe de ses disciples les plus fidèles, il sillonne les États déchirés par la guerre dans l'espoir de gagner d'autres princes à ses idées. Au cours de ce périple, il essaie de mettre sa philosophie en pratique et de convaincre tous les rois rencontrés d'embrasser sa conception de l'exercice du pouvoir dans une bonne société. Ses disciples et lui travaillent et voyagent ensemble. Ils s'entraident et échangent leurs idées de façon à enrichir leurs pensées. C'est l'une des périodes les plus connues de la vie de Confucius. Pendant 14 ans, il parcourt inlassablement les 8 petits royaumes de la plaine centrale. Dans certains, il passe des années, dans d'autres, quelques semaines seulement. C'est un voyage long et pénible. Se retrouvant parfois entre 2 camps ennemis, privés de la protection des puissants, ils sont kidnappés, s'égarent et échappent à la mort à plusieurs reprises. Il traverse de nombreuses épreuves. Dans le royaume de Song, Huan Tui veut assassiner Confucius. Dans celui de Chen, dans la ville de Kuang, la foule refuse de les laisser partir. Perdus entre Chen et Qi, ils n'ont rien à manger pendant 7 jours et 7 nuits, au point que ses disciples n'ont même plus la force d'avancer. Ils vivent réellement des moments très difficiles. Ces épreuves obligent Confucius à affiner sa philosophie. C'est pendant cette période qu'il développe une de ses idées majeures, le concept du Junzi, l'homme de bien. Junzi se traduit normalement par homme noble ou gentilhomme. Mais la meilleure traduction serait personne exemplaire. Tout le monde devrait aspirer à devenir un Junzi selon la tradition confucéenne. Chacun devrait se montrer soucieux des autres, y compris hors du cercle familial. Chacun devrait tendre à la justice et à la moralité sans faire passer son intérêt avant celui des autres. Mais c'est une lutte permanente. Contrairement aux princes de son époque qui dirigeaient par la force, Confucius pense que le véritable Junzi gouverne par la vertu et place le bien-être de son peuple au même plan que le sien.
L'objectif principal est de réduire le pouvoir politique. Les rois avaient beaucoup de pouvoir et justement, la pensée confucéenne visait à le limiter. C'est le point central de la philosophie de Confucius. Le roi doit aimer son peuple comme il aime son fils. Mais Confucius donne aussi à ce mot une signification complètement nouvelle. Avant lui, Junzi désigne une personne de sang noble. Avec lui, il exprime désormais la noblesse morale. C'est révolutionnaire. Il demande aux gens de ne pas s'arrêter aux attributs du pouvoir et à la beauté physique, et de voir ce qu'on appelle la beauté intérieure, la vertu, le sens moral. C'est une des grandes choses qu'il a accomplies pendant ces années d'exil. Les disciples du philosophe sont les meilleurs exemples de la réinterprétation confucéenne du mot Junzi. Issus de toutes les classes sociales, ils ne sont pas d'extraction noble, mais possèdent la véritable noblesse de caractère. Ses disciples venaient de tous les milieux. Zhugong était un marchand, Zulu un guerrier, et parmi ses préférés, Yan Hui était un roturier d'une famille extrêmement pauvre. Tandis que Zhonggong avait même des origines très douteuses. J'aime beaucoup la description que Confucius fait de lui. Il dit qu'il est possible que le descendant d'un bœuf de labour naisse avec des cornes parfaites. Ça montre bien que le penseur ne mesurait pas la valeur d'un individu à la famille dont il était issu. Confucius se préoccupait énormément d'éduquer les générations futures pour former des dirigeants bons et intègres. Il prenait la méritocratie politique, un système qui permettrait de choisir des individus doués d'une compétence et d'une honnêteté supérieure pour gouverner. C'est un élément central des entretiens de Confucius et de toute la tradition confucéenne. Ces idéaux ne s'appliquent pas seulement aux puissants. Les concepts Li et Junzi trouvent en effet leur origine dans le noyau de la société chinoise, la famille. Pour le Nouvel An chinois, dans tout le pays, des millions de travailleurs rentrent chez eux. C'est un des plus grands déplacements d'individus dans le monde. L'élément central de cette fête est une des vertus essentielles de la philosophie confucéenne, le xiao, souvent traduit par piété filiale. Composé du caractère vieux au-dessus du caractère jeune, l'idéogramme correspondant à xiao illustre l'idée que les jeunes doivent faire preuve de respect pour les personnes âgées et les ancêtres. Au fil du temps, cette notion a pris une telle importance dans la pensée de Confucius qu'elle a été développée dans le Xiao Jing, le livre de la piété filiale. Notre corps, nos cheveux, notre peau, nous les avons reçus de nos parents. La piété filiale commande de ne pas les blesser. Un enfant respectera ses parents. Il leur procurera tout ce qui peut leur faire plaisir, il sera attristé par leur maladie, il les conduira au tombeau avec regret et leur présentera des offrandes. Ces 5 choses renferment tous les devoirs de la piété filiale. Aujourd'hui, l'essor économique chinois fait que de nombreuses familles sont séparées par des milliers de kilomètres. Pour de nombreux travailleurs établis loin de chez eux, les fêtes du Nouvel An sont la seule occasion de l'année de rendre visite à leurs parents. Je vais à Heyang, ma ville natale dans la province du Hunan.
Je n'y suis pas retourné depuis plusieurs années. Comme ma mère est en mauvaise santé, je lui amène toujours mes enfants. Les personnes âgées sont comme les enfants, ils ont peur de la solitude. C'est pour ça qu'on doit passer du temps avec eux. Vous avez plus de chance que moi, ça fait 13 ans que je ne suis pas rentré. 13 ans. Ce serait trop dur. Je ne pourrais pas. 13 ans, c'est trop long. Ça a passé vite. J'ai débuté ma carrière il y a 13 ans. Ça me ferait souffrir si je ne pouvais pas rentrer voir mon père une fois par an. Il me manque énormément. Et c'est moi qui lui manque le plus. Dans sa biographie consacrée à Confucius, Sima Chan raconte que la notion de Xiao est venue très tôt aux penseurs. Au lieu de jouer comme les autres enfants, le jeune Confucius pratiquait les rites ancestraux pour honorer son père, mort quand lui-même n'avait que 3 ans. En grandissant, le philosophe s'était rendu compte que les valeurs familiales, illustrées par l'amour filial pour les parents et les grands-parents, pouvaient s'appliquer à l'ensemble de la société. Ça devrait venir tout naturellement. Après tout, il est normal que les jeunes respectent les plus âgés et que dans un village, les anciens soient les premiers servis en nourriture. Le génie de Confucius a été de comprendre que ces comportements ont un fondement moral. Quel est ce fondement moral? C'est l'empathie. Pour lui, c'était ce qui distinguait l'homme des autres animaux. Et puisque c'est une faculté ou une tendance congénitale, pourquoi ne pas étendre son champ d'application à la famille, la collectivité et l'État? Pour tous les Chinois, le moment fort des fêtes du Nouvel An est la réunion de toute la famille dans la maison familiale. Mais avant le repas traditionnel, il est d'usage d'honorer les ancêtres. Car ici, on ne rend pas un culte à un dieu, mais à un passé commun. Saluons les ancêtres et prions pour rester en bonne santé et réussir chaque année à l'école. Dans la pensée confucéenne, la famille est le centre de la religion traditionnelle. C'est par le biais de rituels comme celui-ci que l'on apprend à devenir un Junzi, un homme de bien. J'ai de la piété filiale. Mais quand je pense à ma mère qui reste seule, je n'ai pas le sentiment d'être un bon fils. Les temps ont changé. La pression qui pèse sur les jeunes est bien plus forte. Je ne suis pas un cas unique. Si ma mère ne souffrait pas de démence sénile, je la prendrais avec moi en ville. Je ne la laisserai pas ici. Mon plus grand souhait serait de reconstruire cette vieille bâtisse. Je voudrais que ma mère puisse vivre dans une maison moderne à l'occidentale et qu'elle en profite le plus possible. C'est le souhait de tous les enfants dans le monde entier.
En 404 avant Jésus-Christ, après 14 longues années sur la route, Confucius abandonne la politique et rentre enfin chez lui. Son impuissance à trouver un dirigeant pour appliquer ses idées le convainc de reporter plutôt son attention sur l'éducation d'une nouvelle génération de Junzi. À l'époque, il avait déjà 68 ans. Et après avoir été invité à rentrer chez lui, on raconte qu'il a vu se presser à sa porte une foule de jeunes hommes désireux de suivre son enseignement. Mais que voulait-il qu'il leur apprenne exactement? Sans doute quelque chose en rapport avec l'art de gouverner, car plusieurs de ses principaux disciples étaient devenus des figures majeures de l'État. Zhugong, par exemple, est devenu diplomate. Tsulu occupait un poste politique élevé et Zhonggong était un administrateur. Alors peut-être que ces jeunes gens avaient le sentiment que Confucius pouvait leur apprendre des choses sur la politique et l'art de gouverner, ainsi que sur la façon d'accéder au pouvoir. Pour former cette jeune génération, Confucius met au point un programme basé sur les enseignements traditionnels et centré sur l'étude des 6 arts libéraux, les 6 disciplines que doit maîtriser un Junzi pour se forger le caractère. Ils comprennent le li, les rites, et le yue, la musique, qui apporte l'harmonie au sein de la société. Le maître les accole à ses compétences essentielles que sont le shu, la calligraphie, le shui, les mathématiques, le yu, la conduite de char, et le she, le tir à l'arc. Mais surtout, c'est pendant cette période que Confucius est censé avoir compilé et révisé les œuvres les plus sacrées de la littérature classique chinoise, qu'on appelle aujourd'hui les 5 classiques. Il se sentait tenu de transmettre son idéologie aux générations futures. Comment? En compilant la littérature classique et en y intégrant ses propres idées. Il a donc passé la fin de sa vie à compiler les classiques et à dispenser son enseignement. Il comptait également sur ses élèves pour diffuser ses préceptes. L'école de Confucius est le sujet d'une représentation les plus réputées de la série Vestiges illustrés du Saint. On peut y découvrir le maître et ses disciples en pleine discussion autour de l'annotation des classiques. Vous voyez, ces gens travaillent sur les textes classiques. Leurs débats sont animés, ils sont passionnés. Et là, c'est Confucius lui-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 hommes sont assis autour de lui. Ensemble, le maître et ses disciples développent de nouvelles idées. La jeune génération est totalement impliquée dans le débat et dans la perpétuation de la tradition. Ce tableau reflète très exactement la façon dont le confucianisme s'est développé au fil des siècles. Les 5 classiques ont été canonisés en même temps que les entretiens de Confucius sous la dynastie Han, plus de 600 ans après la mort de leur auteur. Intégrés au programme de l'Académie impériale par l'empereur, ces livres sacrés sont devenus la base du célèbre système des examens mandarinaux. Un ensemble d'épreuves rigoureuses conçues pour sélectionner les candidats les plus aptes à entrer dans la fonction publique.
Ces examens garantissaient que les candidats avaient lu les classiques et qu'ils avaient compris les préceptes des sages. On estimait que ceux qui comprenaient ces préceptes feraient de bons conseillers pour l'empereur et qu'ils sauraient le représenter loyalement à travers son royaume. Enrichi au cours des siècles suivants avec d'autres ouvrages et commentaires rédigés par des disciples plus tardifs, la vaste bibliothèque de pierre de l'Académie impériale de Pékin compte 189 stèles. Soit 630 000 caractères dont la gravure a nécessité plus de 4 ans de travail. Dans toutes les civilisations antiques, je pense qu'il est très important de découvrir qu'on a un passé multiple et non pas unique. Car l'histoire nous montre ce qui fonctionne, comment stimuler les gens, que faire en temps de crise, comment résoudre les dilemmes. Tout ceci est contenu dans les 5 classiques et dans les différents commentaires qui en ont été faits. Réputés pour leurs difficultés, les examens eux-mêmes requièrent l'apprentissage de centaines de milliers d'extraits des textes classiques. Les sessions de questions-réponses peuvent durer jusqu'à 3 jours. Le concours comporte 4 échelons, depuis l'examen de comté jusqu'à l'épreuve finale à l'Académie impériale. Le taux de réussite ne dépasse pas 1 ou 2%. Le pouvoir et les privilèges qui attendent les rares élus sont immenses. Certains ne reculent devant rien pour être reçus. Voici les antisèches dont se servaient les candidats lors des examens mandarinaux et qu'on appelle jadai. Elles sont en soie ou en papier, 2 matériaux sur lesquels on peut parfaitement écrire à l'encre. Les gens les cachaient dans leur panier d'examen, dans le manche creux d'un pinceau, sous une pierre à encre, dans un repli de leurs vêtements ou encore dans leurs chaussures. Parfois, on exigeait des candidats qu'ils se mettent entièrement nus et ils subissaient une fouille au corps. Une fois reçus aux examens, les candidats devenaient administrateurs de l'État. On leur octroyait de gros revenus et des privilèges. Ils devenaient supérieurs au commun des mortels. Un peu comme une cascade avec l'enfer d'un côté et le paradis de l'autre. Le rayonnement du système d'examen mandarinaux est tel que d'autres pays d'Asie ont adopté le même système, comme le Vietnam, la Corée et le Japon. De nos jours, son héritier le plus direct est certainement le Gaokao, le concours national d'entrée à l'université qui permet à de jeunes Chinois issus de tous les horizons de décrocher une place non pas dans la fonction publique, mais dans les meilleures universités du pays. Beaucoup d'étudiants témoignent leur reconnaissance à Confucius en accomplissant le voyage jusqu'à l'Académie impériale de Pékin, où ils demandent la bénédiction du philosophe, premier et plus grand sage chinois. 孔圣人，愿你能保佑我考到我心仪的学府。愿我的一切努力都能得到回报。孔夫子，希望可以做一个像你一样的人，把学习作为一生的乐趣，不只是为了考试。
Depuis quelques décennies, des centaines de tombeaux de la dynastie Han ont été mis au jour à travers le pays. Beaucoup datent du 1er siècle de notre ère, 500 ans après la mort de Confucius. À l'intérieur des tombes, on découvre des images saisissantes du monde tel qu'on le concevait à l'époque des Han. En haut, un paradis rempli d'oiseaux et de bêtes. Et en bas, le monde des hommes, avec ses chevaux et ses conducteurs de chars. Si le premier empereur fondateur de la dynastie Qin a procédé à l'unification géographique de la Chine en 221 avant Jésus-Christ, c'est la dynastie Han qui, au fil de 400 ans, a permis son unification culturelle. Ces sépultures reflètent l'avènement des héros culturels sur lesquels s'est appuyée l'identité nationale émergente du pays. On y a ainsi trouvé le premier portrait connu de Confucius. Il apparaît souvent sous les traits d'un administrateur, avec le chapeau officiel. Il a parfois les mains croisées devant lui, comme l'exigeait autrefois l'étiquette. Les personnages qui ornent les tombeaux de la dynastie Han sont souvent représentés sur plusieurs étages, avec les dignitaires de la cour en bas et les dieux en haut. Leur emplacement témoigne de la position sociale qu'occupait chacun d'eux. Confucius est généralement représenté à l'étage supérieur. Il s'agit d'abord de vénérer Confucius en levant les yeux vers lui. Mais c'est aussi pour témoigner son respect et son admiration à l'égard du confucianisme. C'est une façon de lui rendre hommage à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Dans sa biographie consacrée à Confucius, Sima Chan nous apprend qu'à la fin de sa vie, le grand sage était déçu de n'avoir pas réussi à convaincre un seul dirigeant d'appliquer ses idées révolutionnaires. Diffusé par ses disciples après sa mort, sa pensée n'émerge vraiment qu'au cours de la dynastie Han, pour enfin s'imposer comme la philosophie dominante d'un empire désormais uni. Les idées de Confucius n'étaient pas recevables à son époque. Ces préceptes n'ont pu être mis en œuvre qu'après l'unification de la Chine. C'est seulement alors que ces idées ont contribué à stabiliser le pays et à créer une société harmonieuse. Dans les siècles qui suivent, la pensée de Confucius s'impose dans toute la Chine impériale, à tel point que chaque nouvelle préfecture lui érige un temple, l'élevant ainsi au statut de demi-dieu. Le mot Shan, qui est généralement traduit par Dieu ou esprit, désigne en fait une influence invisible qui a beaucoup d'impact. Ces dieux peuvent être des montagnes, des nuages, ou encore des personnages vivants ou morts qui ont un énorme impact sur leur entourage. Je pense que c'est dans ce sens-là que Confucius est un dieu. Aujourd'hui, le plus célèbre des temples confucéens est celui de Pékin, le Kongmiao. Situé tout près de l'Académie impériale, il est administré depuis 10 ans par Kongzhi, descendant direct de Confucius au 76e degré. Je suis né dans la résidence familiale de Confucius. Et le temple de Chufu m'a servi de terrain de jeu pendant toute mon enfance. Ce temple m'est donc très familier. Je m'y sens un peu comme dans ma ville natale.
C'est ici que l'empereur venait en personne faire des sacrifices en l'honneur de Confucius 2 fois par an. La tradition a perduré jusqu'à l'abdication du dernier empereur en 1911. L'empereur se levait très très tôt, juste après minuit. Il prenait un bain et enfilait des vêtements propres. Puis il venait en chaise impériale pour faire un sacrifice. En Chine, la tradition exige de sacrifier un bœuf, un porc et un mouton. Ce sont les 3 sacrifices. L'empereur faisait brûler de l'encens près de la tablette de Confucius et versait du vin dans le zhuo, la coupe à libation qu'il plaçait ensuite devant la tablette. Tout ça en lisant des textes commémoratifs sur le culte que nous vouons à Confucius. Ce cérémonial montre que les empereurs chinois avaient remis les rites ancestraux des rois Zhou au cœur même de la vie publique. Mais il souligne également l'importance du xiao dans la Chine impériale. La notion de xiao, c'est-à-dire de piété filiale, était importante à l'époque impériale. Parce qu'avec la diffusion de l'idéologie confucéenne, l'État était devenu une sorte de famille au sens large. Et de la même façon qu'il pouvait unir une famille, le xiao pouvait aussi unir un empire. Il garantissait que les sujets de l'empire vénéreraient leur souverain et qu'en échange, le souverain représenterait chacun de ses sujets et prendrait soin d'eux. Le meilleur témoignage de la place du xiao dans la culture impériale est l'anoblissement des descendants de Confucius, la famille Kong, sous la dynastie Han. « 500 ans après sa mort, l'arbre généalogique de Confucius est minutieusement reconstitué et le sage lui-même est nommé premier ancêtre d'une longue lignée de Kong. Les descendants directs de la lignée mâle héritent désormais du titre de duc. Dans la tradition chinoise, la bonté doit être récompensée. Pour reconnaître la contribution vertueuse de Confucius, il fallait octroyer des privilèges à sa famille. En l'an 1 de notre ère, ses descendants ont donc reçu le titre de marquis de Baoseng. Puis ils ont été faits ducs sous la dynastie Tang. Cela a duré jusqu'en 1935, date à laquelle la Chine est devenue une république. Le titre de duc a alors été aboli et remplacé par celui de responsable des offrandes. Après 2000 ans d'enregistrement généalogique, l'arbre de la lignée Kong est si vaste qu'il possède désormais sa propre organisation. Le comité de compilation de la généalogie de Confucius est situé à Chufu. C'est ici que se trouvent les archives familiales, conservées avec soin par un descendant de la 77e génération, Kong de Ming. Cette pièce contient toutes les données sur les descendants de Confucius, y compris les livrets de généalogie des différentes familles et l'arbre d'origine. La façon dont nous gérons l'arbre généalogique de notre famille est très stricte. Les familles des descendants ont elles aussi bénéficié de certains avantages, des réductions d'impôts ou l'exemption du service militaire. La compilation des données nous aide à vérifier que tous les descendants sont authentiques. En 2009, Kong de Ming a présenté une nouvelle édition de l'ensemble de l'arbre généalogique, dont la dernière mise à jour remontait à plus d'un demi-siècle. La compilation de cet ouvrage de 80 volumes a pris 12 ans. Il contient désormais plus de 2 millions de noms, y compris pour la première fois des femmes.
Au départ, je me sentais obligé de faire ça parce que je suis un descendant de la famille Kong. Mais plus tard, au fur et à mesure que le travail avançait, j'ai été envahi par un sentiment croissant de fierté et d'honneur. Je pense que c'est l'œuvre de ma vie. Les Kong sont souvent appelés la première famille sous le ciel en chinois. Et leur arbre généalogique est désormais le plus vieux et le plus long du monde. Il compte plus de 2 millions de descendants dispersés à travers le globe. Parce qu'ils descendent directement de lui, les membres de la famille Kong éprouvent des sentiments très forts à l'égard de Confucius. Nous sommes fiers de notre nom. Il nous donne une assurance et un pouvoir incomparables. Je m'appelle Kaiti Tong. Je suis une descendante au 77e degré de Confucius. Mon prénom Kaiti vient d'ailleurs des entretiens de Confucius. C'est mon grand-père qui a choisi ce prénom. Il signifie qui a les qualités d'un prince. Hello everyone. Thank you for having me here today to speak to you. My name is James Kong, or in Chinese, Kong Chui Xu. Je suis un descendant au 79e degré de Confucius. En Chine, mon grand-père est le chef de la famille et l'héritier le plus direct. 4, 3, 2. Mais être un Kong comporte aussi des obligations. En retour du prestige lié à leur nom, les membres de la famille sont tenus d'exalter les valeurs de la morale confucéenne, et cela où qu'ils vivent. Quand j'étais petite, ma mère n'arrêtait pas de nous répéter « Vous faites partie de la famille de Confucius, vous descendez directement de lui, alors tenez-vous bien. À l'école, vous devez être meilleur, plus fort et plus intelligent. N'oubliez pas que l'honneur de votre famille, la famille de Confucius et de tout le peuple chinois repose sur vos petites épaules. » J'avais 5 ans. En tant que descendant au 79e degré de Confucius, je dois donner l'exemple par un comportement irréprochable. Je m'efforce tous les jours d'agir le mieux possible et j'espère inciter les autres à faire de même. Le confucianisme met l'accent sur la hiérarchie, la tradition et l'étiquette ancestrale. Des valeurs volontiers dénigrées par les autres écoles de pensée, tant du vivant du philosophe que dans les siècles qui se sont écoulés depuis sa mort. Au XXe siècle, beaucoup considèrent la pauvreté et le manque de développement de la Chine comme un héritage de l'époque impériale. En tant que doctrine dominante, le confucianisme devient la principale cible des critiques. Et à la fin des années 60, il est associé à ce qu'on appelle alors les 4 vieilleries. La vieille culture, les vieilles idées, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes. Ça, ce sont les gardes rouges. Après avoir abattu la porte de la résidence de Confucius, les rebelles se sont installés devant l'entrée pour faire de la propagande. Confucius est profondément associé au passé féodal et impérial de la Chine. Et à l'apogée de la révolution culturelle, son héritage est démantelé, en particulier à Chufu, sa ville natale. Les Sankong, les 3 sites confucéens, doivent être placés sous la protection de l'État. Comme il nous avait chargé de protéger les reliques culturelles,
Le Conseil des affaires de l'État a apposé une plaque devant la résidence de Confucius sur laquelle on pouvait lire « Site clé abritant des reliques culturelles protégées par l'État ». On a enterré certaines des reliques les plus précieuses des dynasties Shang et Zhou. Et on en a caché d'autres dans le plafond. Les reliques culturelles sont irremplaçables. Ce sont nos trésors. Comme l'a dit Zhou Enlai, notre ancien Premier ministre, si on les détruit, on ne connaîtra jamais leur valeur historique. C'est exactement ce que je pensais à l'époque. Et c'est bien pour ça que je n'ai jamais rejoint les Gardes Rouges. Au milieu des années 70, parallèlement à la modernisation de la société et à l'essor de l'économie, la Chine manifeste alors un regain d'intérêt pour ses traditions ancestrales. Confucius est devenu un symbole de l'incroyable richesse et de la pérennité de la civilisation chinoise. Son enseignement est remis au goût du jour sur les chaînes de télévision nationales. Et dans toutes les écoles du pays, le confucianisme est à nouveau au cœur du programme. Maintenant que l'économie chinoise décolle, nous commençons à nous intéresser au domaine spirituel. Et Confucius ressurgit. Nous avons besoin de nous élever spirituellement. Il faut réintroduire Confucius et le faire vivre dans nos cœurs. À l'école confucéenne Xihai, un internat situé en banlieue de Pékin, des enfants de 3 à 14 ans suivent un programme basé entièrement sur l'enseignement traditionnel de Confucius. Leur journée commence à 5h30 du matin. La devise de notre établissement est sincérité, respect, humilité et harmonie. La sincérité est la première vertu de l'être humain. L'humilité consiste à adopter une position inférieure et à s'intégrer au groupe. Le dernier niveau, c'est l'harmonie. Pas seulement l'harmonie du corps et de l'esprit, mais aussi celle des relations interpersonnelles. À Xihai, les enfants sont initiés à la fois aux disciplines modernes et aux 6 arts libéraux. Plus important encore, ils apprennent très tôt à réciter les classiques confucéens par cœur. La lecture des classiques dès le plus jeune âge est un des fondements de l'éducation traditionnelle chinoise. Le but est de les mémoriser, car la plupart des enfants ont très bonne mémoire. Ils n'ont pas nécessairement besoin de comprendre. En grandissant, ils commenceront à mieux comprendre ce qu'ils récitent et les phrases deviendront plus claires. C'est un peu comme les vaches qui mangent le matin, puis passent le reste de la journée à digérer et à ruminer de façon à accumuler de l'énergie pour le lendemain. C'est sûrement très différent des méthodes d'enseignement occidentales. Ce renouveau de l'enseignement confucéen se focalise sur une qualité que beaucoup considèrent comme la vertu parfaite, celle que Confucius appelait le ren, et qu'on traduit en général par bienveillance ou humanité.
想到自己就要想到别人，想到别人一定想到自己。 En réalité, le mot run désigne une personne. Mais il utilise le caractère personne en y ajoutant le nombre 2. Ce que ça nous dit, c'est que notre façon de nous réaliser en tant qu'être humain dépend de notre rôle et de nos relations au sein de la famille et de la communauté. Il faudrait traduire ça par la meilleure conduite possible. Être le meilleur père, la meilleure grand-mère, le meilleur professeur. Là encore, c'est quand il était en exil que Confucius a développé cette idée. Alors qu'il erre dans les royaumes en guerre, sans pouvoir convaincre aucun prince d'appliquer cette théorie, il élabore au fil des entretiens avec ses disciples le concept du run et lui donne un deuxième élan avec la notion d'empathie qu'il appelle shu. 夫子，有一言而可以终身行之者乎？其孰乎？己所不欲，勿施于人。 Les sociétés occidentales souffrent d'un individualisme excessif. Pour savoir qui je suis, je sonde le fond de mon cœur et ça donne un sens à ma vie. Mais dans le confucianisme, il ne suffit pas de regarder dans son cœur. Il faut considérer ses relations avec les autres et voir quelles sont leurs qualités, peu importe si elles sont hiérarchiques. Ce qui compte, c'est qu'elles soient caractérisées par la compassion et l'attention. Confucius a formulé les vertus du run et du shu en réaction à l'individualisme de son époque. Mais beaucoup établissent un parallèle évident avec le matérialisme de notre société contemporaine. C'est pour cela que de nombreuses entreprises chinoises essayent désormais d'intégrer les préceptes confucéens dans le monde moderne du travail. Dans le Shantung, province natale de Confucius, l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Chine, Jingbo Pétrochimique, a placé les concepts du run et du xiao au centre de sa structure de management. La direction est convaincue que ces valeurs non seulement renforcent la moralité des employés, mais aussi améliorent la compétitivité du groupe. Nous octroyons une pension aux parents de nos employés. On appelle ça le salaire filial. Ça encourage le personnel à mieux travailler et à rapporter davantage de bénéfices à l'entreprise. C'est un cercle vertueux. Au bout du compte, notre entreprise est plus forte et nos employés plus heureux. Je m'appelle Ma Yingpeng. Grâce à mon emploi, mes parents et mes enfants bénéficient du soutien de l'entreprise. Tout ce que je savais sur Confucius avant, c'était ce que j'avais lu dans les manuels scolaires. Chaque fois que j'arrive au travail, je regarde sa statue à l'entrée. Maintenant, j'en sais plus sur lui. Ce mélange de business et de vertu, que certains chercheurs appellent le confucianisme pratique, est un exemple des mutations successives de l'idéologie confucéenne. Beaucoup y voient le secret de l'actuelle compétitivité de la Chine. On peut considérer que les valeurs du confucianisme procurent un avantage certain à la Chine dans ses relations avec les autres pays et dans son développement économique. Elles mettent l'accent sur la coopération, la collaboration, l'éducation, la discipline, l'étude, autant de qualités indispensables pour réussir dans le monde moderne. C'est une histoire absolument remarquable. Ignorée de son vivant, la doctrine de Confucius incarne aujourd'hui l'aspect le plus stimulant et le plus humain de la société chinoise.
Depuis l'époque troublée à laquelle elle a été formulée, en passant par l'héritage laissé lors de l'ère impériale et enfin jusqu'au statut de superpuissance acquis par la Chine au XXIe siècle, non seulement cette doctrine a survécu, mais elle a aussi été réinterprétée par chaque nouvelle génération. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur un tronc commun de croyances et de rites qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui trouvent leur véritable sens dans l'unité la plus fondamentale de la civilisation chinoise, la famille. Tout au long du XXe siècle, la Chine a essayé de nombreux systèmes sociaux. Mais au bout du compte, les Chinois ont gardé la famille dans leur cœur. C'est leur principale valeur et leur ultime refuge. Leur vie n'a de sens que quand ils sont au sein de leur famille. Cette vénération pour la famille a donné naissance à l'un des principaux rituels de la culture chinoise, la fête de Qingming. Cette journée nationale de nettoyage des tombes réunit les vertus confucéennes du Li, du Xiao et du Ren. La fête de Qingming se déroule en mars ou en février, selon le calendrier lunaire, quand l'herbe redevient verte sur les sépultures et que les arbres ont de nouveaux bourgeons. Ce jour-là, jeunes et moins jeunes vont se recueillir sur la tombe de leurs parents et de leurs ancêtres. Les descendants du maître font alors le voyage jusqu'au cimetière de Confucius, à Chufu, où sont enterrés les membres de leur famille. Il y a plus de 30 membres de notre famille qui sont enterrés ici. Moi, je suis de la 72e génération. Les voleurs, les brigands et les voyous ne peuvent pas être inhumés ici. Pas plus que les femmes qui n'ont pas fait preuve de piété filiale envers leurs beaux-parents. Vous savez ce que c'est qu'une prostituée, n'est-ce pas? Ces femmes-là non plus ne peuvent pas être enterrées ici. C'est la règle. Le cimetière de notre famille est immense. Peut-être que moi aussi, d'ici quelques années, je reposerai ici pour l'éternité, comme mon grand-père et mon arrière-grand-père. Pour Qingming, les Chinois apportent des offrandes et se prosternent devant leurs ancêtres en signe de gratitude et d'attachement à ceux qui leur ont permis de venir au monde. Qingming offre à une partie de la famille Kong l'occasion de se réunir à Chufu. Cette année, on fête le 2566e anniversaire de la naissance de Confucius. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que même après 2566 ans, Confucius continue à jouir d'un statut exceptionnel, non seulement auprès des Chinois, mais aussi ailleurs, dans le monde. Les vertus auxquelles chacun essaye aujourd'hui de se conformer dans sa vie quotidienne sont exactement les mêmes que celles que prenait Confucius. Je me sens très honoré et reconnaissant d'être impliqué dans les activités de mon clan. Pour clore cette journée, les membres de la famille Kong vont nettoyer la tombe du plus illustre de leurs ancêtres, Confucius lui-même.
Organisé au même endroit depuis plus de 2000 ans, c'est devenu un événement national. Il est vrai que l'influence de Confucius est énorme, à la fois en Chine et dans le reste du monde. De son vivant, Confucius s'est efforcé de rendre ses lettres de noblesse à la culture des rites et à la musique. Il a utilisé le gouvernement du pays pour améliorer le sens moral des citoyens avec le li. En tant que descendants de Confucius, nous devons nous montrer à la hauteur de cette responsabilité pour la transmettre à notre tour à nos enfants. C'est un héritage surprenant quand on connaît les circonstances de la mort de Confucius. Dans le dernier chapitre de sa biographie, Sima Chan écrit « À l'âge de 72 ans, Confucius, découragé de n'avoir pas réussi à changer le monde, reçoit à nouveau la visite d'un Qilin venu lui annoncer sa propre mort. » Un Qilin avait déjà prédit la nouvelle glorieuse de sa naissance. Mais celui-ci annonce sa fin. Quelques jours plus tard, alors qu'il reçoit la visite de son fidèle disciple Tsugong, il prononce ces derniers mots et cite l'un des canons confucéens, le classique des vers.